Chapitre 17. Un grand déshonneur. Ce n'est pas la magie noire qui me donne ma vitesse au combat. Je la tiens de mon être même, de ce que je suis. Je suis Grimalkin. Une tueuse doit être rapide. La vitesse, je la possède. Mais suffira-t-elle contre des maîtres archers aussi proches? Et Thorn, elle est encore loin d'avoir atteint la plénitude de ses forces. Ces pensées futiles me traversent l'esprit tandis que mes membres réagissent instinctivement. J'ai entraîné mon corps pour qu'il devienne une arme. Tous les nerfs, tous les muscles agissent avec synchronisation. Dans une telle situation, il est trop long de réfléchir. Je plonge et roule sur le sol. J'arrête les battements de mon cœur. La lame de ma main gauche détourne une flèche. Je pense à Tom Ward, qui a le pouvoir d'arrêter le temps, et je ris. Une tueuse sait le faire aussi, quoique d'une autre manière. Elle se meut si rapidement que les gestes des autres paraissent ralentis. Ce n'est pas de la magie noire, c'est la magie de mon être même, née de ce que je suis, du dur entraînement que je me suis imposé. Je suis Grimalkin. Je vis l'instant présent et j'apporte la mort. En écartant une autre flèche, je note que les mouvements de Thorn sont l'exact reflet des miens. Nous nous écartons, nous nous réunissons, nous nous écartons de nouveau comme l'eau courant entre les rochers. Me voici au milieu de mes adversaires, et je porte mes premiers coups. Un archer meurt dans un cri. Il me faut oublier que j'ai lutté aux côtés de ces hommes quelques heures plus tôt. Nous sommes au corps à corps à présent. Ils ne peuvent plus faire usage de leurs arcs. La situation a changé. C'est leur vie ou la nôtre. Ils le savent. Telle est la loi du combat. Tuer ou être tué. Alors je tue. Je tue encore, et les hurlements d'agonie me semblent venir de très loin. J'accorde un battement à mon cœur. Le sang s'engouffre dans mes artères. Je tourbillonne, tranche et pique et tranche de nouveau. Des jets écarlates nous éclaboussent. Dans une seconde, je serai face au prêtre. Une fois son cadavre enjambé, nous courons vers la grande porte. C'est faisable. Nous avons une chance de l'emporter. Une chance de nous échapper. Mais voilà que, bien trop tôt, le souffle me manque. Une douleur me transperce la poitrine. Un accès de faiblesse me jette à genoux. Le poison du Kretsch s'est réveillé. J'ai beau lutter, tout s'obscurcit autour de moi. Est-ce la mort? Ma dernière pensée pour Thorn, si jeune, et elle va mourir elle aussi. J'ai un instant de regret de l'avoir mise en danger. Puis c'est le noir et l'oubli. Or, je n'étais pas morte. Je m'éveillais avec un goût de sang dans la bouche, solidement attaché dans un endroit sombre. Des menottes de fer retenaient ensemble mes mains et mes pieds. Le contact du métal m'était douloureux. J'en sentais la brûlure sur ma peau. J'étais allongé au pied d'un mur humide. Une chaîne reliait mes chevilles à un anneau scellé dans le sol de pierre. Je réussis à m'asseoir et à m'adosser au mur. L'obscurité n'était pas un obstacle à mes yeux de sorcière, capable de percer les recoins les plus noirs d'un cachot. L'endroit puait la mort. Au fil des ans, plus d'une dizaine de captifs avaient agonisé ici. Malgré ses apparences bienveillantes, Messire Gilbert avait emprisonné des gens, dont beaucoup avaient achevé leur jour dans cette geôle souterraine. Quel crime avait-il commis? Peu m'importait. Mon crime à moi était d'être sorcière. À la merci du prêtre, je ne pouvais attendre que la douleur et la mort. Lorsque la scruteuse avait prédit ma fin, c'était le couteau à la main et non chargé de chaînes. Les scruteuses se trompent parfois dans leurs conjectures. Je me consolais à l'idée que, du moins, la tête ne tomberait pas entre leurs mains. Elle était trop bien dissimulée, hors de portée des sorcières. Chaque jour gagné offrait à Tom Ward un délai supplémentaire pour trouver le moyen de détruire définitivement le malin. Que mon accès de faiblesse soit passé n'avait plus d'importance. Les chaînes me retenaient, ne me laissaient guère de chance de m'échapper. On ne m'avait pas ôté mes lanières de cuir, mais les fourreaux étaient vides. Cependant, je disposais encore d'une arme, même si ce n'était pas une lame, et des derniers restes de magie. Je ne devrais en faire usage qu'en ultime recours et choisir judicieusement le moment de les utiliser. Après, ce serait sans espoir. Un cri s'éleva alors. Perçant, interminable, c'était celui d'une femme soumise à une douleur intolérable. Il reprit, et les cheveux se hérissèrent sur ma tête. On torturait quelqu'un. Était-ce Thorn? J'en eus vite la confirmation. Atterré, je l'entendis gémir. « Pas ça, je vous en supplie! N'importe quoi, mais pas ça !» Thorn était intrépide. Quel tourment la forçait à implorer ainsi, d'une voix si aiguë, si tremblante. Je ne pouvais en supporter davantage. Il me fallait d'abord mesurer l'exactitude de la situation.
et j'avais les moyens de le faire sans trop puiser dans mes dernières forces. Utilisant la magie chamanique, j'allais projeter mon esprit hors de mon corps. Je psalmodiais la formule appropriée avec la bonne cadence et me concentrais. Tout devint noir. L'instant d'après, je flottais au-dessus de mon corps, enchaîné dans un monde verdâtre. Je contemplais ma silhouette étendue, aux yeux clos, à la respiration profonde et régulière. Puis je glissai vers la porte du cachot et passai au travers. Une fois dans le couloir, je n'eus aucun mal à repérer la salle où Thorn était torturé. C'était la cellule voisine, sur la gauche. La porte était ouverte et un soldat, dont le corps émettait une lueur verte, montait la garde à l'extérieur, adossé au mur. Dès mon entrée, un regard me suffit à évaluer la situation. Thorn était allongé sur une table métallique et maintenu par de grosses cordes. Ses épaules et ses bras étaient couverts de sang. Un homme bedonnant, torse nu, la poitrine velue, la peau luisante de sueur était penchée sur elle. Il tenait un aiguillon dont il avait déjà enfoncé la pointe acérée à divers endroits de son corps. Il cherchait l'endroit où le malin était supposé avoir laissé sa marque, celui où elle ne ressentait aucune douleur, prouvant ainsi sa nature de sorcière. C'était bien sûr totalement inutile. Il était évident que nous étions sorcières, nous ne l'avions pas nié, mais le père Hewitt contemplait la scène, un sourire retroussant ses lèvres épaisses. Il y prenait plaisir. Je compris alors ce qui avait provoqué le hurlement de Thorn et ses supplications. Cela n'avait rien à voir avec les piqûres de l'aiguillon sur son corps, aussi douloureuses fussent-elles. Non, c'était l'outil brandi par le prêtre, la paire de ciseaux qui m'appartenait, celle avec laquelle je coupais les pouces de mes ennemis morts. Mes autres armes étaient soigneusement alignées sur une petite table en bois, dans un coin de la pièce. Mais le prêtre devait avoir quelques notions de nos coutumes, car il avait choisi les ciseaux. Pour une sorcière, perdre ses pouces est le pire des déshonneurs. Tout ce qu'elle a accompli au cours de sa vie devient instantanément nul et non avenu. Un tel destin est plus terrible encore pour une tueuse. Elle qui a été admirée, crainte et respectée par tout un clan n'est plus qu'un objet de rire et de moquerie. Bien qu'il soit possible à une sorcière de survivre à cette mutilation, la plupart meurent du choc éprouvé. Même si ses pouces lui sont ôtés après sa mort, ce n'est pas sans conséquence. Elle est incapable, croit-on, de renaître. Elle ne parcourra plus jamais la terre. Elle demeurera éternellement dans l'obscur. Que Thorn ait hurlé d'angoisse à l'idée d'une telle menace n'avait rien d'étonnant. Non seulement elle espérait devenir la plus grande tueuse des Malkines, mais elle voulait que sa réputation lui survive. En 2 coups de ciseaux, le prêtre la condamnait à une honte perpétuelle. D'un coup d'œil, je notais la position des 2 autres gardes, debout contre le mur du fond. Il me fallait donc venir à bout de 4 hommes dans la salle et d'un à l'extérieur. Je me retirai et réintroduisis rapidement mon esprit dans mon corps. Je fis alors usage de mon ultime ressource magique. Tordant le cou, je tirai la langue autant que je le pus. Je l'enroulai autour de mon collier et fis passer le dernier os du pouce encore actif dans ma bouche. Je le suçai pour aspirer son pouvoir. Cela fait, je me concentrai sur le garde solitaire à l'extérieur de ma cellule. Le peu de magie dont je disposais ne suffirait pas à le faire entrer dans le cachot et me libérer de mes chaînes. Je pouvais cependant l'attirer d'une autre manière, en introduisant le doute dans son esprit. Il était chargé de garder l'entrée de la salle de torture, tout en s'assurant que j'étais bien enfermé. Un simple sort l'emplit soudain d'anxiété. 2 secondes plus tard, il tournait la clé dans la serrure. Il ouvrit la porte, fit 2 pas dans la cellule et me fixa. Je retins mon souffle. J'allais tenter un coup des plus délicats, et je n'avais droit qu'à une seule tentative. La dent de sagesse en bas de ma mâchoire gauche était creuse. J'y avais foré moi-même un trou mince et profond avec un outil fabriqué spécialement dans ce but. Ma dent contenait une fine aiguille enduite d'un poison capable de soumettre n'importe qui à ma volonté. Je m'étais moi-même immunisé contre ces effets en prenant régulièrement de faibles doses que j'avais augmentées peu à peu. Je pouvais donc garder dans ma bouche l'aiguille empoisonnée sans danger. De la pointe de la langue, je retirai le faux dessus de ma dent et aspirai l'aiguille hors de sa cavité. La seconde d'après, elle était en place entre mes lèvres. J'avais pratiqué cet exercice des centaines de fois, mais l'aiguille était minuscule et le garde encore loin de moi. Mes chances étaient très minces. Son instinct de conservation dut l'avertir d'un danger, car il s'apprêta à sortir. Trop tard. Je crachai l'aiguille avec tant de force qu'elle s'enfonça dans son cou, juste sous l'oreille droite. Il chancela, faillit tomber, et son visage afficha une expression de totale stupéfaction. « Regarde-moi » lançai-je.
Écoute ce que je vais te dire et obéis mot pour mot sans poser de questions. Il me fixa. Les effets du poison se faisaient déjà sentir. Il respirait bruyamment, la bouche ouverte, et de la salive lui coulait sur le menton. Ôte-moi ces chaînes, ordonnai-je. Il s'avança et s'exécuta, mais ses mouvements étaient ralentis, et il s'empêtrait dans les clés. Le prêtre pouvait couper les pouces de Thorn à tout instant. Je m'efforçais de garder mon calme et de patienter jusqu'à ma libération. Enfin mes chaînes tombèrent. Je m'emparai des armes du garde, 2 dagues et une lourde massue. Je ne le tuai pas, c'était inutile. Je lui enjoignis simplement de se coucher et de dormir. Quand je quittai la cellule, il ronflait déjà. En espérant que je n'entendrais pas un nouveau cri de Thorn, je remontai le couloir sur la pointe des pieds. Dès le seuil de la salle, j'attaquai. Le prêtre avait saisi la main gauche de Thorn et tenait les ciseaux verts, prêt à lui couper un premier pouce. Plus vite que la pensée, je lançai une dague. Mes propres armes, surtout mes couteaux de jet, sont d'un calibre et d'un équilibre parfait. Celui-ci ne m'était pas familier, et conçu pour le combat rapproché, plus que pour le lancer. Je ne pris donc aucun risque. Dans des conditions normales, j'aurais visé l'œil ou la gorge, et le prêtre serait mort sur le coup. Cette fois, je choisis une cible facile et lui enfonçai la lame dans l'épaule. Il lâcha les ciseaux. De plus, j'avais d'autres projets pour lui. Je pourrais toujours le tuer plus tard si nécessaire. Avec la massue et l'autre dague, je me jetai sur les 2 gardes. Je n'avais pas besoin de penser. Mon corps agissait de lui-même, guidé par mes longues années de pratique, tandis que mon esprit s'enivrait de l'extase du combat. Ma vitesse était telle que le premier mourut sans un cri. Le deuxième survivrait probablement, mais le coup qu'il avait reçu à la tempe le laissait inanimé. Le combat avait à peine duré 2 secondes. Restait le corpulent tortionnaire, son aiguillon à la main. Il m'en menaça. Je le repoussai d'un revers de massue et le tuai en lui enfonçant mon poignard entre les côtes jusqu'au cœur. Le prêtre, à genoux, gémissait de douleur. Quand j'arrachai la dague de son épaule, il hurla. Je ne m'en inquiétais pas. Son cri était si aigu qu'il aurait pu être celui d'une femme torturée. Personne ne s'en alarmerait. Avec la même arme, je tranchai les liens de Thorn. Il nous fallait à présent sortir du château, et j'avais l'intention d'utiliser le prêtre comme otage. Seuls les archers resteraient un danger. Ils pourraient nous tuer à distance. « Tu es libre, » dis-je à Thorn en l'aidant à descendre de la table. « Tu viens de vivre une expérience capable de briser les plus résistantes sorcières. Tu te sens prête ou as-tu besoin d'un temps de récupération ?»« Je suis prête, » répondit-elle d'une voix enrouée, mais en souriant avec courage. Jamais je n'avais été aussi fière d'elle qu'à cet instant. Elle dépassait toutes les espérances que j'avais placées en elle. Allons d'abord récupérer la tête du malin. Après avoir remis dans leur fourreau mes armes et mes ciseaux, je déchirai un pan de la soutane du prêtre et m'en servis pour le bâillonner. Il n'opposa aucune résistance, tandis que je le traînais le long du couloir. Il paraissait terrifié. Nous regagnâmes notre chambre sans incident, et bientôt le sac de cuir pendit de nouveau à mon épaule. Poussant le prêtre devant nous, nous gagnâmes la cour du château. Le ciel était noir, chargé de lourds nuages. Il nous restait au moins 3 heures avant l'aube. Cela rendrait la tâche plus difficile aux archers. Un soldat montait la garde, le dos appuyé contre la herse. Il leva une torche à notre approche. Sa flamme vacillante illumina notre captif. À l'expression de déférence de l'homme, vira à l'incrédulité, puis à la peur, quand il découvrit le visage terrifié de l'abbé et sa soutane trempée de sang. Je plaçai une lame contre la gorge du prêtre. « Nous partons. Laisse-nous sortir, ou il meurt. » Les mains tremblantes, le soldat manœuvra la poulie qui levait la herse. Les grincements des chaînes emplirent le silence de la nuit. Ce bruit risquait d'attirer l'attention. Les autres gardes allaient se demander qui pouvait bien entrer ou sortir du château à pareille heure. Une voix appela du haut du chemin de ronde. « Qui va là ? Montrez-vous » Nous nous pressâmes contre le mur dans l'ombre. La herse montait lentement. Elle fut enfin assez haut pour qu'on puisse se glisser par-dessous. « Ça suffit, à présent ouvre cette porte, vite !» commandai-je au soldat. Je tenais toujours le prêtre par les cheveux, ma lame appuyée sur son cou. L'homme se hâta d'obéir. Il s'activa sur les verrous et tira le battant, révélant la herse extérieure et le pont-levis. Il leva la 2e herse sans attendre une autre injonction. Une voix lança alors un ordre et un martèlement de bottes emplit l'obscurité de la cour.
Nous ne nous engageâmes pas sous la voûte, de crainte d'être mis en joue de chaque côté, comme lors de notre arrivée au château, et nous nous préparâmes à encaisser l'assaut. Mon regard de sorcière m'apprit que les attaquants n'étaient pas des archers, rien que 3 hommes armés de piques. « Ils sont à toi, Thorn, sifflai-je. Après les tortures qu'elle avait subies, plus vite elle sera en action, mieux elle se porterait. « Tous les 3 ?»« Oui, fais vite. » Elle tourbillonna à leur rencontre, ainsi que je le lui avais enseigné. Elle était rapide, et son art du combat atteignait presque la perfection. Il y a cependant certaines choses impossibles à inculquer. Mais Thorn était une guerrière née. Elle évita avec une grâce consommée les coups de pique des soldats, et sa lame flamboya, distribuant 3 fois la mort en une poignée de secondes. Dans quelques années, je la voyais, cette fille serait mon égale. Et après, elle serait capable de me vaincre comme j'aurais vaincu Kernold. À cette pensée, je ressentis de la joie, et non de la peur. Je ne souhaitais pas continuer de vivre lorsque mes forces déclineraient. J'étais heureuse de pouvoir compter sur une remplaçante d'une telle valeur. Le soldat s'occupait à abaisser le pont-levis quand d'autres bruits de bottes se firent entendre. Cette fois, je ne voyais pas Thorn à l'attaque. L'un de ceux qui approchaient était le fils du chevalier mort. Le groupe fit halte à 20 pas. 5 soldats et les 2 derniers des maîtres archers entouraient Will. « Relâchez le père Hewitt !» cria le garçon. « C'est un péché de malmener un prêtre !»« Dis à tes hommes de baisser leurs armes, et je leur laisse la vie, » dis-je doucement. « Si tu refuses, ton piètre argument ne lui servira à rien, et tu seras responsable de sa mort. »« Mon père a été tué à cause de vous !» cria Will d'une voix stridente. « À votre tour de mourir !» Il posa une main sur l'épaule des archers qui l'encadraient. « Visez bas !» ordonna-t-il. « Elles vont tenter de plonger sous vos flèches !» Les archers abaissèrent leurs arcs et tirèrent.